Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. Je suis consultante data dans un cabinet d'audit. Je suis plutôt hyperactive, j'aime beaucoup randonner, j'aime faire du yoga, pas mal de sport, je suis sportive. Comment avez-vous été diagnostiquée? Suite à une prise de sang qui a décelé un taux élevé de globules blancs, on a fait quelques analyses et voilà, j'ai été convoquée à l'hôpital Saint-Louis pour des analyses plus approfondies avec une hématologue. On m'a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique. Ça, c'était après les fêtes et voilà, tout s'est enchaîné. En fait, j'ai eu un premier rendez-vous à l'hôpital. 2 semaines après, j'ai été convoquée pour le diagnostic, vraiment les résultats. Donc ça a été très rapide. C'était il y a 5 mois. Et que ressentiez-vous à ce moment-là? Alors, avant d'être convoquée à l'hôpital Saint-Louis, ma généraliste, du coup, m'avait dit que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille faire des examens. Donc, je dirais que c'est peut-être la période qui a été la plus difficile, c'est la période d'attente, où on s'imagine beaucoup de choses. On m'avait déjà dit qu'au pire des cas, ça pouvait être une leucémie. Donc voilà, j'avais entendu ces mots, mais ça me paraissait absolument impossible. Et après, entre le premier et le deuxième rendez-vous, vraiment à Saint-Louis, les 2 semaines qui se sont passées, je pense que là, mon cerveau était plus très connecté, j'étais plus trop là. Voilà, mais toujours, j'y croyais pas trop. Bon, encore parfois maintenant, j'y crois assez peu. Et voilà, beaucoup de peur. Suite au diagnostic, en tout cas, beaucoup de peur sur plutôt le traitement plutôt que sur la maladie. Parce que la maladie, j'ai assez vite été rassurée sur le fait qu'il y avait un très bon pronostic et qu'à long terme, en fait, on avait une vie quasi normale. Quelle était votre représentation du cancer à ce moment-là? Alors pour moi, le cancer est plutôt associé à quelque chose d'assez grave, quelque chose qui se soigne pas forcément très bien et en tout cas qui touche pas trop de personnes de mon âge. J'ai connu voilà, des cancers autour de moi, mais beaucoup de cancers du sein plutôt. Et donc tous les autres cancers que cancer du sein, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et d'ailleurs, dans les traitements, tout ce qui va être hors traitement chimio-intraveineuse, je ne sais pas du tout que ça existe à ce moment-là. Donc je découvre aussi complètement... moi, on me diagnostique la leucémie myéloïde chronique en m'expliquant que ça va être un traitement à vie, donc un traitement oral. Donc voilà, moi je me dis aussi que ça va juste être un médicament, que c'est trop bien, je ne vais pas avoir trop d'examens à l'hôpital parce que j'en ai peur, et que ça va bien se passer. Et au final, je ne réalise pas du tout que c'est quand même un traitement lourd, même si ce n'est pas une chimio-intraveineuse. Voilà, dans mon esprit, les cancers, c'est soit des choses très lourdes à l'hôpital, ou soit des choses pour les gens âgés. En fait, assez rapidement, je commence mon traitement en me disant « Ok, bon bah ça va aller, je vais pas aller souvent à l'hôpital, donc ça c'est cool. » Et donc j'ai juste un petit médicament. Mais au bout de quelques jours de traitement, je suis KO, j'ai beaucoup d'effets indésirables. Et là, je réalise que en fait, ça va être bien plus compliqué que ce que je pense, et que même si je suis optimiste sur la maladie en tant que telle et qu'il y a un bon pronostic, le traitement il reste très lourd et que je suis toute seule chez moi, mais qu'en fait ça va être compliqué. Et quelle a été la place de vos proches lors de toutes ces annonces? Suite au diagnostic, alors je suis allée toute seule au rendez-vous. Bon, par naïveté, parce que je pensais pas qu'on m'annoncerait un truc grave, et aussi parce que c'était en journée, donc voilà, je me voyais pas déranger des proches. Les premiers jours, j'ai pleuré pendant plusieurs jours. Je voulais pas forcément qu'on me voie pleurer, j'avais besoin de digérer cette annonce-là, de me reconnecter un peu parce que mon cerveau était ailleurs. Et il y a des proches qui m'ont proposé de venir me voir, et de la famille, mais en fait j'ai refusé. Donc il y a eu une solitude choisie dans les premiers jours. J'avais vraiment besoin de mon temps pour digérer tout ça. Et assez rapidement après, avec toutes les douleurs et tous les effets indésirables, j'ai compris qu'il fallait demander de l'aide, qu'il fallait accepter l'aide qu'on me donne, essayer d'identifier en quoi j'avais besoin d'aide et comment on pouvait m'aider, donc notamment auprès de ma famille et mes proches. J'ai rédigé une note, en fait, au fur et à mesure, en fonction des événements que je faisais, donc des petites sorties ou des week-ends avec des amis, qui se passaient moyennement bien. J'ai rédigé une note sur, en fait, comment bien m'accompagner, et donc je l'ai partagée avec donc mes amis et ma famille pour les aider aussi à m'aider, quoi. Et quelles ont été leurs réactions face à cette note partagée? Alors ils ont très bien réagi parce qu'ils avaient enfin des clés pour m'aider, alors que jusque-là je savais pas du tout exprimer mes besoins. Donc ça a été très bien pris. Et puis en fait, ce qui était bien, c'est que chaque personne l'a un peu utilisé à des moments différents.
Après, il y a des appels à l'aide qui sont plus importants. J'ai été alitée notamment une fois plusieurs jours. Donc là, voilà, j'ai exprimé un appel à l'aide un peu plus directement avec les personnes qui étaient physiquement proches de moi parce que j'avais besoin qu'on m'apporte à manger et qu'on fasse des courses. Mais voilà, c'est en général beaucoup mieux perçu par l'entourage de leur dire précisément de quoi on a besoin. En tout cas, c'est le vécu que j'ai eu. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce sentiment de solitude a évolué au fil du temps ? Chaque semaine, chaque jour, chaque mois qui passe est différent. Il y a eu à un moment une fatigue du traitement très lourde parce que j'avais beaucoup de symptômes. Je dirais que c'était au bout du 3e mois. On m'avait dit que peut-être les effets se calmeraient, ça ne se calmait pas. Donc j'avais une hématologue qui était très disponible, mais j'ai commencé à comprendre que on ne pouvait pas tout obtenir du corps médical, qu'il fallait aussi construire un peu sa guérison, son combat, et puis construire aussi son équipe en dehors de l'hôpital. Et que tant que sur les aspects un peu vitaux, le cœur, les poumons, tout était OK sur certains examens, il y a d'autres effets indésirables. En fait, c'était à moi de les gérer, de les apprivoiser, etc. Donc il y a eu une grosse fatigue à ce moment-là et une solitude envers tout le corps médical. Donc c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je m'entoure différemment. C'est là où Ginkgo m'a beaucoup aidée aussi. Donc il y a eu cette solitude-là. Et après, il y a eu une solitude importante, c'est parce que ma maladie, je connais personne qui a cette maladie. Globalement, je connais même personne qui a un traitement lourd en oral comme ça. Donc c'est là où il y a une solitude aussi. C'est ne pas pouvoir partager avec des personnes des effets indésirables semblables. Et par exemple, moi, il y a des effets qui sont par exemple, il y a une fatigue chronique, donc c'est quelque chose qui dure. On peut être fatigué du traitement en fait quand il est pris au quotidien. Et donc ça, c'est dur de ne pas partager ça avec quelqu'un aussi. Il y a cette solitude dans la maladie en fait. Il y a aussi surtout en début de traitement et après le diagnostic, un décalage qui se crée avec les gens, les proches, parce que parfois ils ont plus de questions que nous-mêmes et on est déjà en train de découvrir un peu tout ce qui se passe, même sur des choses assez basiques, hors traitement et hors maladie. Moi j'ai eu besoin d'aller faire des recherches pour comprendre mes bilans sanguins et être capable de les lire moi-même. Et donc voilà, sur des choses assez basiques. Et les proches ont parfois beaucoup plus de questions, des questions plus techniques, plus poussées ou plus à long terme, alors qu'on vit déjà la maladie à court terme. En tout cas, moi, j'avais besoin déjà de la vivre maintenant. En fait, je crois que j'ai besoin de répondre déjà à mes questions avant les questions des autres. Et c'est aussi pour ça que maintenant, les gros rendez-vous sont passés, mais j'ai plus forcément envie d'aller accompagner à des rendez-vous. Et puis il y a aussi du coup cette liberté de pouvoir un peu tout dire. Par exemple, avec de la famille ou ma mère, je pense que j'oserais pas dire les choses telles qu'elles sont en rendez-vous, parce que je lui ai parfois donné une version édulcorée, surtout au début de la maladie et du traitement, pour pas lui faire trop peur, alors que moi-même déjà il fallait que je deal avec tout ça. Ouais. En fait, c'est pour ça que je trouve que les questions des gens, même si elles sont techniques et qu'elles sont faites pour aider, on en a déjà tellement qui se bousculent dans notre tête que c'est plutôt l'écoute et la compassion des gens que moi je recherchais énormément les premières semaines, les premiers mois, mais même encore maintenant. Et à partir du jour où j'ai réussi à formuler à mes proches que j'avais plus besoin de compassion que de questions techniques, ça s'est quand même un peu mieux passé. Qu'est-ce que vous auriez eu besoin en plus de la part du corps médical ? Je pense que j'aurais eu besoin de la part du corps médical un peu plus de soutien, d'assurance, de réassurance, parce qu'on se demande, dès qu'il y a un nouvel effet indésirable, on se demande si c'est normal. C'est que les médecins soient plus aussi dans la compassion. Globalement, la compassion, c'est quelque chose qu'on attend de tout le monde, de tous les proches aussi, mais aussi des médecins, et j'ai compris que c'était pas leur rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à exprimer votre solitude auprès de vos proches ? Alors, en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait, par exemple, de parler de la maladie. En fait, moi, je parle assez facilement de la maladie et à la fois, ça fait du bien avec les proches des moments où on n'en parle pas. Donc, du coup, forcément, ça éloigne de la maladie, mais du coup, ça isole aussi de la maladie, de partager un moment qui ressemble à un moment normal avec des proches, alors qu'en fait, il y a toutes les douleurs invisibles qui sont là. J'aime beaucoup sortir, mais clairement, je peux plus sortir comme avant, et en tout cas pas aussi tard le soir, par exemple, pas pour les mêmes
même type de sortie. Et donc, c'est là où il y a un sentiment d'incompréhension avec les proches, c'est qu'en fait, on est partagé entre le fait de vouloir parler de tout ce qui nous arrive et de faire comme si tout était normal alors que ça ne l'est pas. Donc c'est ça qui est particulier. Et la solitude, c'est que la vie des gens continue, alors la nôtre aussi, mais on met du temps à comprendre que tout ça est en train de se remettre en place et puis qu'il y a une nouvelle routine aussi qui se met en place. Et donc les gens, par exemple, si je prends le sujet du sport, autour de moi j'ai des personnes assez sportives, mais ça peut être très frustrant que toutes les personnes racontent quels sont leurs prochains défis sportifs, prochaines rando, etc. Alors que moi par moment, j'arrive à peine à aller marcher 15 minutes. Donc c'est là où ça éloigne aussi, ça isole un petit peu. On a beau voir des gens, c'est des gens qui vivent pas du tout la même chose que nous, donc on peut plus du tout s'apparenter aux gens en fait. La chimiothérapie orale est un traitement invisible mais lourd. Est-ce que vos proches le comprennent ? On pense forcément à chimio quand on voit quelqu'un qui perd ses cheveux. Moi, physiquement, il n'y a pas beaucoup de choses qui font qu'on voit une fatigue ou le fait que je sois en traitement. Donc il y a le traitement qui est invisible, mais il y a aussi les douleurs qui sont invisibles en fait. Derrière un sourire, il peut y avoir beaucoup de fatigue, il peut y avoir des douleurs même physiques en fait, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Douleurs thoraciques, des choses comme ça. Et ça fait du bien, par exemple, quand on sort, de se dire je fais comme si tout était normal parce que je veux profiter du moment. Et pour autant, il y a toutes ces douleurs invisibles qui sont difficiles. Ouais. On a beau être très entouré par des proches, de la famille ou des amis. En fait, quand on vit seul, il y a aussi des moments qui sont très compliqués. On ne peut pas demander à un proche, ou peut-être qu'on peut, mais je ne l'ai pas fait, de venir à 23h si on a très très mal et qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui va solutionner en fait une douleur. Donc il y a cette solitude en fait qu'on peut pas forcément vivre seul. C'est aussi affronter la maladie à des moments où les gens sont pas forcément disponibles. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'autres personnes touchées par le cancer pour partager ce sentiment de solitude ? Alors, en fait, assez rapidement, au bout de quelques jours après le diagnostic, donc j'arrivais à formuler aucun besoin. Je ne savais pas comment j'allais me sortir de tout ça. Et donc, j'ai une amie qui m'a parlé de Ginkgo. Donc vraiment, depuis presque le début de la maladie, j'ai un suivi avec Ginkgo. Et là, c'est un peu la première fois où j'ai parlé à d'autres personnes malades, sans parler forcément que de la maladie, parce que parfois, il y a une séance de sport adaptée avec Ginkgo, où en fait, il va y avoir des échanges, mais pas forcément sur les symptômes, où on va rire, etc. Donc ça fait du lien avec d'autres personnes malades, sans forcément parler que de la maladie d'ailleurs. Donc vraiment, Ginkgo a permis de côtoyer d'autres personnes malades. Et après, il y a eu aussi, je me suis rapprochée de l'association de patients de ma maladie, mais en fait, ça m'a angoissée. J'ai pas réussi. Je pense que c'était trop tôt. Ça parlait trop de symptômes à long terme, alors que moi, il fallait déjà que je le vive à court terme. Donc en tout cas, c'était pas ce qui me correspondait pour l'instant. Peut-être que plus tard, ça m'aidera et que j'aurai besoin de faire des choses avec eux. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment aussi pour tout. Ça dépend dans quelle phase on est. Comment avez-vous vécu le décalage avec votre vie d'avant ? Déjà, il faut accepter que tout va prendre du temps. Au début, moi, je pensais que tout se passerait très bien alors que non, et que tout allait être rapide alors que non. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps, ça remet un peu de patience. Et après, il y a tout un travail. Donc, moi, tout l'accompagnement avec Ginkgo a fait que je me sentais forcément en décalage, puisque il fallait que mon corps s'habitue au traitement et que ça prenait beaucoup plus de temps que prévu. Mais malgré tout, tout l'accompagnement avec Ginkgo, les séances que j'ai pu faire, ça m'a aidé à me dire ok, je suis en décalage par rapport à plein de gens, mais il y a aussi d'autres gens qui sont dans la même situation. Donc déjà, ça rapproche à ce niveau-là. Et puis après, je fonctionne beaucoup avec le principe des limites. Donc moi, mes limites, elles ont changé. J'ai mis du temps à le comprendre. Sauf que, alors là, en ce moment, je dis ça, mais tant que je les ai pas atteintes, j'arrive pas trop à comprendre où elles sont. Parce qu'en fait, mon corps lui-même ne sait plus où elles sont. Mais voilà, donc c'est aussi faire des tests, donc chaque semaine, chaque jour, écouter les symptômes, parce que chaque jour est assez différent. Et puis aussi apprendre que les limites sont différentes. Et il y a une infirmière qui m'avait dit à un moment, en fait, c'est pas parce qu'il y a certaines choses que je peux plus faire, donc notamment sur mes activités sportives, c'est très frustrant.
et ben à la fois, ça va peut-être laisser place à d'autres activités. Et ça m'a beaucoup aidée. Enfin voilà, un jour, je suis allée voir une expo et je me suis dit, bah oui, ma vie, c'est peut-être ça, moins de cours de pilates et plus d'expos. Voilà, il faut aussi retrouver et reformer son quotidien. Il faut accepter que ça prenne du temps, ça se fait pas en 2 jours. Bon, ça, c'est mon côté optimiste aussi, mais voilà, en fait, de toute façon, ça se passe et ça va se passer. Donc, en fait, comment on fait pour que ça se passe bien? Est-ce que vous faites parfois semblant que tout va bien avec vos proches? Alors globalement, je crois que j'ai jamais trop fait semblant. J'avais besoin de dire quand ça allait pas. C'est un peu le problème des douleurs invisibles aussi. C'est que j'ai vite l'impression de devoir me justifier. Parce que si je vais pas bien du tout et qu'on me parle, il y a eu un jour, j'étais au restaurant avec des amis. Et en fait, vraiment, j'étais là physiquement, mais pas du tout. Enfin, j'entendais plus ce qu'on me disait, j'avais des acouphènes. Vraiment, enfin, chaque bruit, bon, c'était très bruyant, mais chaque bruit m'était insupportable. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est ça, alors je vais plus jamais pouvoir faire ce genre de resto. Voilà, besoin de se justifier, parce que là, à ce moment-là, enfin, mes copines, en l'occurrence, comprenaient pas du tout et me disaient, bon, bah super, enfin voilà, t'as pas l'air bien du tout. Mais en fait, c'est quasiment impossible d'expliquer. Donc essayer de se justifier parce qu'on va pas bien. En tout cas, voilà, moi, j'ignore pas les effets indésirables, ça me permet d'accepter aussi ce qui arrive. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile à accepter depuis le début? Plus difficile depuis le début du traitement, c'est le fait de ne pas avoir compris au début que ce serait si compliqué. Et du coup, je me sens souvent assez mal de me dire en fait non, je suis pas capable de faire grand-chose, est-ce que c'est normal? Je pense que lors de mon diagnostic, j'ai très bien compris la maladie. La médecin m'a très bien expliqué la maladie, le fonctionnement et les perspectives. Mais pour autant, le traitement, voilà, peut-être qu'on est passé un peu rapidement sur le fait que ça pouvait mal se passer. Après, depuis, elle m'a vraiment expliqué plusieurs fois que chaque personne réagissait différemment, ce que j'ai du mal à croire. Enfin, j'ai du mal à croire que ça puisse faire aucun effet à quelqu'un. Mais voilà, c'est le fait de... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, c'était pas rien, c'était pas anodin ce traitement et que c'était très lourd. En fait, d'accepter que ça sera plus comme avant, alors que je l'avais pas forcément compris lors du diagnostic. Bon, on m'a dit, bon, voilà, ça se soigne avec un médicament, il faut le prendre tous les jours à domicile, donc c'est plutôt bien. En plus, j'avais peur à l'hôpital, je me suis dit, nickel, bon, bah, je reprends ma vie comme avant. Alors qu'en fait, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment ce décalage, en fait. Et vu que je l'avais pas compris, ben, chaque jour était un peu particulier, quoi. Oui, ça a duré très longtemps. Après, c'est toujours un peu le cas parce que en fait, il n'y a pas de règle. Enfin, en tout cas, moi, personne m'a dit à partir de tel mois, il n'y a plus d'effets indésirables. Ou... Là, par exemple, j'ai eu mon dosage a légèrement baissé il n'y a pas très longtemps. Et là, je suis très, très fatiguée depuis. Je m'attendais à ce qu'au pire, je sois dans le même état qu'avant, mais pas que je sois plus fatiguée. Donc, j'imagine, j'espère, je crois que c'est parce que le corps, là, a besoin de quelques semaines pour se réapproprier. Mais c'est là où encore ça me rappelle que c'est un traitement lourd et qu'en fait, ma vie est quasi normale, mais elle n'est pas normale. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour retrouver une vie normale? Alors vraiment, l'accompagnement avec Ginkgo a été pour moi, je pense, la solution la plus... ce qui m'a le plus aidée depuis le début du traitement, le plus efficace. En fait, vu que... autant sur l'activité sportive adaptée avec eux que sur l'accompagnement avec les infirmières, toutes les questions que j'ai pu poser, le dialogue. Donc vraiment, c'est un tout, toutes les ressources que Ginkgo met à disposition. Rien que sur les réseaux, en fait, quand je lis du contenu, si ça ne sert pas à mes proches, ça me sert énormément à moi de me dire « Ah oui, ça c'est normal ». Et ça, c'est ce que je vis, donc ça existe, ça rend un petit peu réel aussi tout ça. Donc vraiment, c'est le suivi avec Ginkgo qui m'a le plus aidée. Et après, moi, dans mon quotidien, je dirais que c'est beaucoup justement ces nouvelles limites que j'essaie d'appréhender. Et donc, cette nouvelle routine, donc accepter que je peux faire moins de sport qu'avant, par exemple, en tout cas pas de la même intensité, mais toujours continuer à trouver du plaisir dans certaines activités sportives. Donc ça, par exemple, ça m'aide. Donc retrouver un tout petit peu de la vie d'avant différemment. Et puis essayer de trouver des nouvelles choses. Donc, par exemple, qui fatiguent moins le corps, mais qui font autant de bien. Donc, par exemple, dans le domaine artistique. Et pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer à quelqu'un touché par le cancer? Je crois que même si c'est difficile, il faut accepter l'aide, accepter de demander de l'aide.
Si on ne sait pas exprimer son besoin, je pense que ça peut être très chouette de passer par d'autres canaux. Donc à l'écrit, par exemple avec une note comme j'ai pu le faire, ou voilà. Et puis accepter que ça prenne du temps, parce qu'en fait on n'a pas les réponses dès le début, ou on n'a pas tous les jours les réponses. Il y a des jours où on a besoin d'aide et d'autres non. Et puis ne pas hésiter à aller chercher, en fait, si on a besoin de sortir de la solitude, à aller chercher du contact et des groupes notamment. Et peut-être que ça marchera ou non, mais c'est peut-être pas ce groupe-là qui marchera, mais il y en aura un autre. Donc voilà, il y a d'autres gens, je pense, qui ressentent la même chose et qui ont besoin de partager aussi. Donc c'est important d'aller chercher tout ça.